Salut à tous, bienvenue dans le régime des actifs. On va pas taper dans les mains, on va pas faire de claquement de mains parce que ça va pas être bon pour le son. Et pour commencer, comment vas-tu Maurice? Salut Robert, écoute, c'est la pleine forme. Je suis heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode du régime des actifs. Et je te propose, cher ami, de débuter l'émission par une première rubrique qui est l'expression du jour. Expression ou le mot du jour, où l'on vous partage, comme son nom l'indique, un mot ou une expression afin que l'on puisse enrichir ensemble notre vocabulaire. Ah, j'ai hâte de découvrir ce que c'est. Alors, quelle expression ou quel mot vas-tu nous présenter aujourd'hui? Bien, Robert, connaissais-tu l'expression mettre quelque chose ou quelqu'un sur un lit de Procuste? Alors, il me semble avoir déjà entendu. Ah, mais oui, le lit de Procuste, c'était le lit qui était trop petit pour les gens qui étaient dedans. Et une Plus fois ou que les moins. gens dormaient dans le lit de Procuste, on devait leur couper les pieds pour qu'ils s'ajustent au lit de Procuste. C'est ça? C'est plus ou moins ça, effectivement. Donc, déjà, le sens de cette expression, aujourd'hui, signifie la mutilation d'une œuvre pour la rendre conforme à un modèle ou une uniformisation auprès d'une déformation, une élimination de ce qui ne rentre pas dans un moule. Alors, effectivement, ça a une origine mythologique, comme tu l'as un peu devancé, où Procuste était un brigand qui, le long des chemins, kidnappait des gens ou les invitait chez lui, les mettait sur des lits, soit trop grands pour la taille de la personne, soit trop petits, et ensuite coupait les membres qui dépassaient du lit ou les étirait jusqu'à ce qu'ils remplissent tout le lit. Et donc aujourd'hui, c'est devenu justement cette expression d'une volonté d'uniformiser en découpant tout ce qui dépasse, en cherchant à faire tout rentrer dans un même moule, et qui symbolise entre autres l'arbitraire et la rigidité d'une réglementation incapable de s'adapter à ces particuliers. Mais si on sort du cadre réglementaire, qu'on parle de moules dans lesquels on veut à tout prix faire rentrer des œuvres, est-ce que ça t'évoque pas par exemple Disney avec ses films insipides qui doivent cocher tout un tas de cases Alors j'avais pas du tout pensé à ça. Moi c'est à ça que je pense immédiatement en entendant ta description. Et bien moi justement, la raison aussi pour laquelle j'ai choisi cette expression, c'est parce que je voulais vous parler d'un petit article que j'ai trouvé et qui à mon avis illustrait tout à fait ce concept de règle arbitraire qui déforme la réalité. Alors je voulais trouver dans la revue Contexte, que je vous conseille vivement, qui était pas mal. Et alors cet article s'intitule « Est-ce que le règlement sur l'IA qui empêche Bard... alors excusez-moi, c'est plutôt... est-ce que c'est le règlement sur l'IA qui a empêché Bard de chanter dans l'Union européenne ?» Parce qu'effectivement, on l'apprend par le biais de cet article, que Google, qui a lancé le concurrent de ChatGPT, donc son robot conversationnel dans 180 pays, l'a lancé partout, sauf en Europe. Oh, comme c'est bizarre. Et alors, pourquoi donc cet oubli? Pourquoi cette omission? Et c'est justement en raison de législations complètement castratrices de l'innovation que sont typiquement le RGPD, tout ce qui concerne les données personnelles. Et bientôt... Est-ce que tu pourrais juste rappeler pour les gens qui ne seraient pas très au fait de ce qui se passe, de ce qu'est le RGPD Oui, tout à fait. J'y venais en fait. Parce que vous avez en l'occurrence deux réglementations qui ont freiné justement l'arrivée de... Enfin, qui ont pas freiné, mais juste Google n'a pas pris le risque de le lancer tout de suite. Et c'est le RGPD d'un côté, et bientôt l'IA Act, qui est un autre projet de règlement, qui si la mémoire est bonne, n'est pas encore sorti, mais ça ne saurait tarder. Et alors, si vous voulez, le RGPD, en fait, c'est un règlement qui vient réglementer tout ce qui concerne la collecte, l'enregistrement, le traitement, le transfert des données personnelles des Européens. Et c'est notamment sur le fondement de cette réglementation que la CNIL italienne, donc l'autorité de contrôle, chaque pays a son autorité de contrôle qui vise à appliquer cette législation, est venu bloquer ChatGPT il y a quelques mois de ça, parce que justement il suspectait que cet outil ne respectait pas cette réglementation. Et d'ailleurs, entre-temps, les Italiens qui étaient quand même, comme nous, accros à ChatGPT, qui trouvaient cet outil bien pratique,
avait sorti, publié une solution alternative qui s'appelait Pizza GPT Les pizzas et qui ne GPT. risquait pas de stocker les données des utilisateurs. Bah ouais, justement, c'est bien ça le problème. Et alors, il s'avère qu'en faisant des petites recherches, je vous ai trouvé un autre article que je vais pas vous lire, mais je vous renvoie vers lui, d'un site qui s'appelle Center for Data Innovation. Et l'article s'appelle A New Study lays bare the cost of the GDPR to Europe's economy. Will the AI Act repeat history? Donc, pour ceux qui parlent pas anglais. Donc, une nouvelle étude dévoile le coût réel du RGPD en Europe. Est-ce que l'IA Act répétera l'histoire? Et dans cet article, on découvre en fait que depuis que ce règlement est sorti, il y a un tiers des entreprises qui n'ont pas vu le jour dans ce domaine à cause de cette réglementation. Un tiers, c'est énorme. Ça Un tiers, c'est énorme, représenterait ouais. combien d'entreprises? Alors, je sais plus, il faudrait lire l'article, mais C'est beaucoup. c'est plusieurs beaucoup. milliards d'euros, effectivement. Et d'ailleurs, c'est assez cocasse parce que quand l'Union européenne a sorti ce règlement, ils avaient fait un calcul inverse. Ils s'étaient dit, oh, imaginez toutes les économies qu'on va faire, nanana. Je sais pas sur quel fondement d'ailleurs ils ont sorti des chiffres ahurissants, mais au final, évidemment, c'est l'inverse qui se réalise. Mais ça peut partir aussi de l'idée que entretenir un flou juridique sur des nouvelles technologies, donc là en l'occurrence c'est l'IA, mais on pourrait faire un parallèle avec toutes les technologies de la blockchain et des crypto-monnaies. Les flous juridiques, ça peut être des choses aussi qui sont considérées comme des points bloquants pour les investisseurs, parce que tant qu'on n'a pas un cadre légal qui est clair sur ce qu'on va faire des données, par exemple, il peut y avoir le risque qu'une législation très sévère arrive tardivement et flingue une entreprise, un peu comme on a eu YouTube il y a quelques années qui s'est fait atomiser par des procès et qui a dû se faire racheter par Google parce qu'ils n'étaient pas en mesure de payer les frais des procès sur Ouais, tout à les fait. droits d'auteur. Bah, d'ailleurs, souvent les sanctions associées à ces réglementations ou législations sont très sévères, très lourdes. Ça se compte en plusieurs millions d'euros. Parfois, alors non pas dans le RGPD, mais tout ce qui concerne la concurrence. Mhm. Parfois, vous avez eu des sanctions qui s'estiment à plusieurs milliards. Je crois que Google a déjà été condamné à plusieurs milliards. Et alors, c'est assez marrant parce que souvent, quand vous avez une instance de jugement où l'entreprise va contester soit la procédure de sanction, soit la sanction elle-même, vous avez beaucoup de commentateurs qui font des pronostics sur le montant de la sanction. Et quand la sanction est moins élevée que ce qui avait été annoncé, le cours en bourse de l'entreprise remonte. Et c'est ce qui s'était notamment passé avec Google à l'époque. Ah ben bien sûr, parce que l'amende impacte la trésorerie, et la trésorerie c'est la capitalisation, et donc en toute logique c'est aussi le prix des actions individuelles. Et alors, si ça peut vous intéresser, à l'origine du RGPD, on retrouve le fameux scandale Cambridge Analytica. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, c'était justement les républicains aux États-Unis lors de la campagne de Trump qui avaient fait appel à cette entreprise spécialisée dans la donnée et les données personnelles et qui en fait avait réussi à trouver un algorithme pour cibler avec des publicités politiques des électeurs américains qui hésitaient encore à franchir le pas et à voter pour les républicains. Et ils avaient estimé justement que grâce aux prestations de cette société, ils avaient réussi à libérer une masse d'électeurs. D'où cette idée qui trotte encore aujourd'hui que Facebook est un havre républicain qui Oui. a promu Trump depuis le début. Mais moi, ce que je trouve assez pathétique, c'est que justement, si ça avait été l'inverse, un monde où en fait c'était les démocrates qui s'étaient servis de ce moyen-là, il n'y aurait pas eu de scandale du tout. Et on n'aurait jamais connu toutes ces législations. D'ailleurs, sans parler forcément d'usage par Facebook, mais lors de la campagne de Barack Obama, il y avait des formes de mapping, de cartographie des quartiers aux États-Unis très poussées qui avaient été faites pour essayer de voir là où il y avait de l'abstention, là où les gens étaient plutôt susceptibles de voter un tel ou un tel, et les équipes de Barack Obama s'étaient déployées de manière très efficace pour cibler les populations et les inciter à voter Barack Obama. Après, concrètement, moi, je serais incapable de vous dire si justement, moralement, c'est répréhensible ou pas. J'avoue que
les personnes sont libres de voter pour qui elles veulent et à mon avis, c'est pas une publicité qui forcément a poussé les gens à franchir le pas. Donc, Et d'ailleurs, on va remarquer que sur les réseaux sociaux, si on prend l'exemple français, on va avoir certaines opinions politiques qui vont être plus représentées que d'autres, hein. Quand on parle de Facebook, de Twitter, de YouTube, etc., on va retrouver une surreprésentation de tout ce qui va être plutôt droite dure ou gauche dure, alors qu'à l'opposé, on va avoir sur les médias plutôt traditionnels, la radio, la télévision, des partis un peu plus classiques, un peu plus centristes, etc. Et on s'offusque souvent de cette forme de cloisonnement qui peut exister sur les réseaux sociaux, sans pour autant pousser des cris d'orfraie pour ce qui se passe plutôt à la radio ou plutôt à la télévision. eh bien, alors j'en profite maintenant, vu on a déjà mis le pied à l'étrier en parlant d'intelligence artificielle, passer à la deuxième rubrique. Donc je te laisse l'annoncer. Alors, la rubrique du jour, c'est augmenter sa productivité avec ChatGPT. Parce que nos pauvres Italiens, quand ils n'avaient pas de ChatGPT pendant un moment, ils utilisaient PizzaGPT. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'ils trouvent que c'est quand même vachement utile, ChatGPT. Alors, aujourd'hui, le but de cette rubrique, c'est de discuter et d'essayer de réfléchir à la façon dont nous, individuellement, on peut augmenter notre productivité via ChatGPT, aussi parler peut-être des limites qu'il peut y avoir. Et donc, je te laisse commencer. Maurice, est-ce que tu as quelques anecdotes à nous raconter d'utilisation de ChatGPT? Oui, tout à fait. Alors après, moi j'ai un usage de chat Gepetto Geppetto. qui est assez limité. Mon métier n'étant pas un métier de scientifique et de sciences dures, mais de la science du droit. Donc c'est une science plutôt écrite et comment dirais-je, littéraire. Et du coup, ChatGPT, je m'en sers principalement pour rédiger mes courriels, notamment mes courriels en anglais, quand il faut que j'écrive à des clients ou quand que j'envoie des mises en demeure. C'est plutôt pratique, instantanément. Plus d'une fois, ça m'a fait bénéficier d'un gain de temps euh, considérable. Mais sinon, à part ça, alors j'ai déjà fait le test en fait, si vous voulez, pour essayer de rédiger des actes juridiques avec. Pour l'instant, en tout cas, la version que j'ai, donc la version gratuite, est assez limitée et fait beaucoup d'erreurs, même si souvent en fait le fond est bon, mais pas suffisamment pour que ça soit utilisable. Par exemple, j'avais fait le test en lui demandant de me citer une décision de justice rattachée à un principe. Il avait réussi à me donner le principe, mais c'était complètement gouré sur la date de la décision qui datait du 19e siècle. Il m'avait dit 2018. Donc pour la rédaction et l'explication, c'est pas mal, mais derrière, il faut vérifier les détails via des sources complémentaires sur Internet. Voilà, et en fait, le temps que l'on dépense à vérifier qu'il n'ait pas dit de conneries, c'est le temps tout simplement que j'aurais pu passer à aller vérifier les sources officielles, donc en fin de compte, c'est pas si utile que ça. En revanche, pour tout ce que je disais avant, les conversations par mail, etc., c'est nickel. D'ailleurs, c'est vraiment fantastique comme outil de traduction. Tu peux lui faire des phrases que tu commences dans une certaine langue, mettons le français, tu passes en italien, puis tu fais la fin de la phrase en anglais et il comprend tout et il est capable de passer d'une langue à l'autre et de répondre très pertinemment. Alors, de mon côté, ChatGPT au travail, donc moi je suis plutôt dans un domaine un peu technique, un domaine d'informatique. Et je l'ai utilisé, et plusieurs membres de mon équipe l'avons utilisé dans différents thèmes. Alors ça pouvait être expliquer comment fonctionne telle ou telle technologie dont nous n'avons pas l'habitude. Dans le monde de l'entreprise, en général en France, il est assez courant de passer par des prestataires externes pour, euh, pour savoir comment configurer ou utiliser telle ou telle technologie. Et il se trouve que nous, on travaille parfois avec une technologie, donc je vais dire le nom, ça ne va pas vous évoquer grand-chose, Kubernetes, sur laquelle on n'est pas du tout expert. Et il se trouve que passer par un prestataire externe pour configurer notre Kubernetes et faire le test, c'est très compliqué. Et ce qu'on faisait tout simplement, c'est qu'on demandait à ChatGPT, en lui donnant la config, de nous expliquer ce qu'elle faisait et de la modifier.
Et comme ça, on gagne énormément de temps et énormément d'argent, tout simplement parce qu'on n'a pas à passer par un prestataire externe et on n'a pas à lui envoyer un message, attendre sa réponse. On peut progresser nous-mêmes et faire directement nos tests. À côté de ça, ChatGPT pourrait être utile pour ceux qui commencent la programmation ou qui veulent se lancer sur des nouveaux langages. C'est assez intéressant quand on lui décrit une application qu'on aimerait ou qu'on lui demande de traduire un code d'un langage informatique de programmation vers un autre langage de programmation. C'est très très efficace. Alors donc sur l'utilisation purement technique ou ludique et ludique, j'ai trouvé ça particulièrement efficace et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas lui demander de m'expliquer certaines notions financières parce que il m'arrivait de travailler sur des sujets de finance sur lesquels j'ai pas de formation et sur lesquels j'avais besoin d'informations et là tout de suite ça devenait beaucoup plus limité. Ouais. Quand on arrive sur des sujets d'expertise que je lui demande de m'expliquer les contrats futurs, comment ça marche, quels sont les éléments quantitatifs à regarder lorsqu'on fait des analyses, lorsqu'on manipule des données, etc. Ça devenait tout de suite une forme de gloubi-boulga, de fiches Wikipédia de mauvaise qualité et d'articles de pas très bonne facture. J'avais constaté la même chose sur la finance également. Je lui ai demandé des notions de base et souvent il se perd en fait. Il commence bien sur le droit chemin et il va partir dans tous les sens. Alors après, parfois, sur des choses un peu plus simples, et quand on est très précis, quand on connaît nous-mêmes le sujet, ça peut être assez pratique de l'aiguiller et d'avoir le détail sur un sujet. Par exemple, l'autre jour, je discutais des différents risques qu'on peut mesurer en finance quantitative, donc les risques qui a trait aux actions. Il y en a tout un tas, hein, je vous invite à voir mon fil Twitter sur le sujet. Et ben, ce qu'il y a de bien, c'est quand on connaît un peu le sujet, on est en mesure de voir quand ChatGPT commet une imprécision ou en revanche dit quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Il peut citer des études, même si sur les dates, etc., faut toujours être un peu précis. Mais lorsqu'on arrive sur un sujet qu'on ne connaît pas et qui demande une certaine expertise et que nous-mêmes avons peu de connaissances, il va être assez mauvais. Alors, je crois avoir lu récemment que la dernière version de ChatGPT Mhm. était désormais connectée à Internet vis-à-vis de la recherche de ses sources et des bases de données. Du coup, je pense que ça ouvre enfin, ça sera à la fois bénéfique et à la fois un désavantage parce que désormais, il sera exposé à des sources qui sont pas forcément fiables. Et je sais pas trop comment ça va marcher de ce point de vue-là. En revanche, pour revenir un peu à la façon dont ça pourrait servir, en tout cas dans mon domaine professionnel, le jour où il sera connecté aux vraies sources juridiques, comme la revue Dalloz, LexisNexis, LexBase, Doctrine, etc., qui sont toutes les bases qu'un juriste va consulter au quotidien pour trouver ce que la doctrine dit, trouver le fondement d'un arrêt ou des fiches issues de manuels, ou même consulter des manuels. Vous avez ça sur Dalloz Librairie, où vous avez carrément tous les manuels qui sont en PDF sur cette base de données. Le jour où ils arriveront en fait à débloquer tous les problèmes de propriété intellectuelle qui sont liés à l'utilisation des bases de données, parce que souvent c'est un peu ce qu'on voit en ce moment dans l'actualité où ces intelligences artificielles sont grandement critiquées parce qu'ils ont pompé plein de, plein de bases de données. Ah bah, on peut parler par exemple de Stable Diffusion Ouais, pour les banques pour d'images. lesquelles les banques d'images, on retrouve les watermarks des images dans certaines photos produites Oui, par certaines exactement. versions Tu de vas lui Stable demander de Diffusion. générer un bonhomme et le bonhomme il aura une watermark sur le front. Mais c'est la même chose. Enfin, il faut savoir que les bases de données sont protégées par la propriété intellectuelle. C'est une branche assez particulière. Même si vous avez aussi des bases open source qui sont libres de droit. Bon alors ça nous fait sortir du sujet, mais c'est intéressant comme mutation qu'on va pouvoir observer dans le marché de la data, parce que tout à coup, tu as tout un tas d'entreprises qui vont mettre à disposition leurs données à Google, à Microsoft et aux concurrents qui arriveront et qui vont pouvoir monnayer très cher ces données. Donc je pense à Reddit, je pense à Facebook notamment, Ouais. tous les réseaux sociaux, Ça sera Twitter, toute une etc. question de monétisation, effectivement. Et justement,
Bah, pour l'exemple que je donnais des bases de données juridiques, il y a un jour, tôt ou tard, où justement ils vont signer des accords et les IA vont pouvoir plonger dedans. Et là, ça sera réellement intéressant. Mhm. Typiquement, imaginons que moi, j'ai un client qui vient me voir. Je prends un exemple que j'ai pu traiter récemment. C'était une compagnie de croisière qui voulait lancer des croisières cet été. Et il voulait savoir s'il pouvait se servir d'une musique qui est le boléro de Ravel à bord du bateau pour accueillir les passagers, pour annoncer le navire dans le port, etc. Et en l'occurrence, j'ai dû faire une petite recherche pour savoir justement quelles étaient les conditions pour se servir d'une œuvre musicale, s'il fallait payer une redevance à la SACEM, qui est l'organisme qui gère tout ça. Et ça m'a pris plusieurs heures pour lire d'abord un manuel de propriété intellectuelle, ensuite la jurisprudence autour de l'utilisation du boléro, qui, figurez-vous, a fait l'objet d'une saga juridique. Bref, tout ça m'a pris plusieurs heures. Et j'ose espérer que demain, en un clic, je pose littéralement la même question à l'IA. Salut ChatGPT, quid de l'utilisation du boléro sur un bateau? Et instantanément, il lui-même fait le travail à ma place en me donnant la réponse. Et ce jour-là, chers amis, je serai au chômage. Alors tu seras au chômage ou alors tu auras automatisé une partie de ton travail et tu seras un directeur de juriste spécialisé en prompt ChatGPT. Ouais, tout dépendra effectivement Mhm. euh, des qualités requises en termes de promptage. Bah, il y a tout un tas de domaines dans lesquels il y a une inquiétude sur est-ce que les gens, est-ce que le métier va disparaître ou pas. Pour juriste, je ne sais pas. Apparemment, selon certaines études, beaucoup d'emplois seraient menacés. Dans d'autres secteurs plus techniques, comme par exemple la programmation, le développement informatique en général, on parlait de pertes de 20% des postes actuels. Personnellement, j'y crois pas énormément, sachant qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où il n'y a pas assez de main-d'œuvre, il y a une grosse demande, et en fait, ce qu'apporterait ChatGPT, à mon avis, c'est plutôt un gros gain de productivité qui permettrait aux développeurs, aux ingénieurs de se concentrer sur une vision peut-être un peu plus transversale, un peu plus haut niveau des différents projets, et pas être embêté à aller chercher des experts et à passer du temps sur des technologies un peu complexes ou sur des notions qui rentrent pas forcément dans leur formation. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, si tu te souviens, nous, on avait eu la chance d'assister à la conférence privée de Monsieur Fabrice sur ce sujet. Qu'est-ce que tu en avais pensé d'ailleurs? Alors, pour contextualiser, cette conférence, c'était une conférence qui était donnée sur le thème du futur du marché du travail. Donc, on parlait, enfin, il était évoqué notamment les problématiques sur la mutation du salariat, sur la mutation aussi du statut d'entrepreneur, sur ce que ça devait avoir comme, impact sur la législation, sur la fiscalité, etc. Et on évoquait en outre le sujet de l'impact de l'IA et l'impact que ça aurait sur le marché du travail. Donc c'était une conférence qui était somme toute assez intéressante. Et je pense que ce qui a été intéressant au-delà de la conférence, c'était aussi ensuite de pouvoir discuter directement avec des gens d'univers et d'horizons différents et voir par exemple eux comment est-ce qu'ils utilisaient ces outils au travail, dans la vie de tous les jours. Euh, dans les idées qui me viennent en tête, je ne sais pas si toi, tu as déjà eu ça, mais il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à communiquer, à se faire voir sur les réseaux sociaux. Et pour ce faire, elles décident de passer par la rédaction d'articles, Le copywriting? copywriting. Tout à fait, avec mon bel accent. Et oui. Et moi, je l'ai déjà fait, écrire des articles comme ça, où j'écrivais une, une paraphrase énorme pour parler d'un événement à la con et Une toucher logorée une logorée. corporate. C'est ça, une logorée corporate pour toucher quelques centaines d'euros sur un événement quelconque. Et bien avec ChatGPT, qu'est-ce qui va se passer? Les entreprises vont-elles se spécialiser? Mais Ou, elles le font déjà. Moi, j'ai un cher ami, justement, dont c'est le métier.
c'est le marketing B2B, donc entre professionnels, et en passant principalement par le réseau LinkedIn. Et il m'avouait sans aucune honte que justement il avait des gains de productivité immenses, parce que à devoir rédiger des articles pour les 300 clients qu'il est censé gérer par mois, justement il déléguait la structure de l'article à l'IA et repassait ensuite dessus pour un peu la peaufiner. Et comme ça justement en fait chacun de ses clients pouvait produire des articles et en parallèle il pouvait concentrer le plus quart de son temps à gérer d'autres aspects de leur campagne publicitaire. Ouais, très bien, bah, c'est le bon plan du jour. Les gars, comme ça, si vous voulez vous lancer dans une activité de copywriting ou un side business, ou si votre boîte offre des primes pour des articles, etc., ChatGPT, c'est un bon plan. Mais vous le saviez déjà sûrement. Alors on va en profiter pour faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. L'ombre des oiseaux caressait sa peau, elle bronzait au lait de coco. L'ombre des oiseaux caressait sa peau, elle bronzait au lait de coco. Donne une envie d'être sur le bord de plage, sous le soleil brûlant de la Grande Narbonne, en train de déguster un délicieux cocktail au lait de coco. En train de bronzer même au lait de coco. On repasse tout de suite sur notre troisième et dernière rubrique, la rubrique du doigt mouillé, dans laquelle on va analyser soit un secteur, soit des entreprises en particulier, ou une entreprise, pour essayer de déterminer un peu ce qu'elle vaut et si justement ça vaut la peine de miser un petit billet dessus. Voilà, c'est l'endroit où on va parler thunes, on va parler moula. Et je te propose aujourd'hui de parler de consulting, de conseil.
Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler du consulting? Bah, j'en fais quotidiennement, mais peut-être pas du conseil un peu à la McKinsey. Eh bien, moi, je vais te parler du conseil à la McKinsey. Ouais, très bien. Alors, il y a un business particulièrement juteux et très développé en France, qui est le business du conseil. Alors, le principe, c'est simple. On a des grosses entreprises qui vont embaucher plein d'experts dans tout un tas de trucs, dans la communication, dans l'électronique, l'aéronautique, le management, la chefferie de projet, etc. Les experts. Les experts. Et ces gens vont être envoyés dans des entreprises, en veux-tu, en voilà, pour remplir des missions spontanées. Alors, ces gens qu'on envoie, ça peut être des gens spécialité PowerPoint ou Excel, comme ça peut être une forme de salariat déguisé avec des devs ou des techniciens de pointe qui vont travailler à fond sur un sujet. Donc, l'idée, c'est que ça permet à des entreprises de répondre à un besoin ponctuel. Par exemple, très bien, on a besoin que vous nous parliez d'un sujet en particulier, ou que vous nous aidiez à faire la transition d'un vieux système vers un nouveau, comme ça peut être une façon de trouver des espèces de l'espèce de main-d'œuvre ponctuelle qu'on n'a pas à prendre en CDI et pour laquelle on sait que on n'aura pas, on n'aura pas, on n'y sera pas, comment dire, on n'y sera pas attaché ad vitam aeternam comme on l'est dans le cadre d'un CDI parce que le consultant, grosso modo, on va le renouveler tous les 3 mois ou tous les 6 mois et une mission, ça va durer de 2 à 3 ans. Et au pire, si on a vraiment besoin de lui, on l'embauche dans le dos de sa boîte de conseil. Oui, effectivement, c'est justement quand vous avez un besoin à combler dans une entreprise qui ne nécessite pas spécialement une embauche derrière, qui est plutôt contraignante, parce qu'effectivement, vous avez le droit du travail qui va venir encadrer tout ça, surtout si c'est un CDI, c'est encore pire. Et là, vous avez toute cette nébuleuse justement de ces entreprises. Alors, toi, tu vas nous parler conseil, mais euh, souvent, en fait, ces missions peuvent aussi être réalisées par des cabinets d'avocats ou des cabinets d'audit, des experts comptables. Et c'est des entreprises qui se ressemblent beaucoup, mais elles n'ont pas toujours la même taille ni le même impact. Et nous, toi, tu vas vraiment nous parler du côté conseil 100%. Alors moi, ce que j'ai fait, du coup, c'est que je veux faire une petite analyse financière de différentes boîtes de conseil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé tout un tas d'entreprises cotées en bourse françaises, parce que les boîtes du conseil, si on allait dans l'échelle internationale, il y en a encore plus. Et l'idée, c'est de comparer et de voir quelques noms qui émergent. Alors, je ne vous parlerai pas de Sélection 30 ou Solution 30, car cette entreprise-là a été connue pour trafiquer ses comptes. Donc, j'ai décidé de l'exclure de la comparaison. Mais j'ai quand même pris une grosse quinzaine d'entreprises que j'ai comparées en m'appuyant sur sur différents indicateurs, donc des indicateurs purement bilanciels, comme la dette, comme le chiffre d'affaires, les marges, etc., ou des indicateurs plutôt relatifs au prix, aux dividendes, etc. Juste pour continuer, donc les entreprises que tu viens de présenter, elles sont 100% françaises. Elles sont 100% françaises, elles sont cotées à la Bourse de Paris, vous pourrez les ajouter dans un PEA, etc. Donc pas d'entreprise non cotée. Vraiment, on reste que sur des entreprises publiques. D'ailleurs, si vous nous demandez sur Twitter, on pourra vous balancer les tickers. Donc, plutôt que lister les caractéristiques de chacune des entreprises, j'aurais aimé vous parler de manière générale du ressenti sur le domaine, de ce qui ressort de l'analyse. Donc, ce qui ressort, c'est que c'est quand même globalement un secteur qui est pas mal en croissance. Quand je parle en croissance, je parle de la croissance du chiffre d'affaires. Sur les 5 dernières années, en moyenne, on parle d'une hausse de 42% du chiffre d'affaires, ce qui est pas mal. À côté de ça, les cours n'ont pas suivi forcément autant. On parle plutôt d'une hausse de 16% du cours. Et globalement, c'est des entreprises qui sont faiblement endettées, qui sont rarement endettées, qui sont quasiment tout le temps en croissance, malgré quelques exceptions un peu décevantes.
Et c'est des entreprises qui ont des marges convenables, qui sont aux alentours de 6,6%. Donc pourquoi les marges ça compte et pourquoi le niveau de dette ça compte, c'est tout simplement qu'on arrive dans des environnements financiers un peu incertains, où on a des hausses des taux, etc. Et que les entreprises comme les banques par exemple, qui sont assez friandes d'habitude de consultants, commencent à resserrer les budgets, ben on a plutôt envie d'investir dans des entreprises solides qui pourront rogner sur leurs marges et qui auront de la trésorerie. Alors, en ce qui concerne ces entreprises, alors j'ai regardé plusieurs indicateurs. J'ai regardé par exemple le retour sur capitaux propres. Donc, et en l'occurrence, dans le conseil, on est sur des retours sur capitaux propres qui sont plutôt aux alentours de 15%, ce qui est assez positif. À côté de ça, en ce qui concerne le PER, donc le PER qui est grosso modo un indicateur qui nous dit si une entreprise est valorisée par rapport à son chiffre d'affaires ou sous-valorisée, eh bien on est sur un PER de 15, donc on est dans la moyenne des entreprises européennes. On est très loin des 40 de PER de Microsoft ou des 30 de PER de L'Oréal. Donc c'est un domaine où les boîtes sont pas trop chères. PER qui signifie? Qui signifie Price Earning Ratio. Donc grosso modo, quand vous avez un PER de 15, c'est se dire que pour 1 euro gagné par la boîte, ben toi, il faut que tu mettes 15 euros. C'est ça. À côté de ça, ces entreprises, en général, vont pas donner des très gros dividendes. Hein. On n'est pas dans le secteur bancaire ou dans le secteur de l'énergie où les rendements annuels des dividendes sont aux alentours des 5 ou 6%. Là, on est sur des ratios qui sont quand même assez faibles, sur du 1,5%. Donc, on reste à peu près dans la moyenne de ce qui se fait sur les actions en général, que ce soit européennes ou américaines. Et du coup, un secteur qui est plutôt en bonne santé. Et du coup, je vais pouvoir vous donner quelques entreprises qui sont sorties du lot. On commence par Alten. Donc Alten, qui est peut-être la deuxième plus grosse entreprise de conseil de France, qui est une entreprise que je ne connaissais pas parce qu'en général, les noms qui ressortent, c'est plutôt Soprasteria, Capgemini. Donc il y a peut-être un biais sectoriel dans ce que moi je connais. Eh bien, Alten, qui a des marges qui sont de l'ordre de 12%, donc on est au-dessus de la moyenne. À côté de ça, qui a des retours sur capitaux propres qui sont très beaux aussi, 18%, et qui a des marges, qui a une croissance de son chiffre d'affaires sur 5 ans qui est de 91%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 91%, c'est quasiment comme s'ils avaient doublé. Et à côté de ça, ils ont un PER qui est à 17,6, donc c'est un peu au-dessus de la moyenne des PER de ces entreprises-là, mais c'est clairement pas déconnant. En général, on considère qu'un PER, ça commence à être cher au-dessus de 25 ou de 30. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Mais ce secteur, nous avons dit, il est juteux, mais il y a aussi des gros perdants. Donc je vous parlais de Solution 30 qui trafiquait ses comptes et que j'ai pas étudié. Mais à côté de ça, on a Atos. Atos qui a fait parler d'elle à plusieurs reprises dans les médias. Et Atos qui réussit l'exploit dans ce domaine concurrentiel mais très rentable du conseil à avoir des marges négatives, à avoir une croissance du chiffre d'affaires sur 5 ans qui a baissé de 7%. 7%, faut le faire, surtout dernièrement, oui. Surtout le conseil en France, c'est quand même quelque chose. Et qui a vu son cours fatalement chuter de 85%. Et alors, est-ce que tu as les raisons de cet échec? Alors non, par contre, j'ai des collègues anciens consultants, dont certains qui ont travaillé pour Atos, qui m'ont toujours dit cette boîte est très mal gérée, etc. Bon, on n'est pas dans les secrets de l'entreprise. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des retours ou si vous avez le malheur ou le bonheur, je ne sais pas, de travailler dans cette boîte. Alors, moi, il se trouve que j'ai investi dans une boîte de conseil dans la liste d'entreprises et cette boîte, c'est Neuron. Je me disais, ouais, Neuron, c'est génial, ils ont une croissance de malade. Mais cet exercice qui m'a forcé à comparer Neuron, du coup, à tout un tas d'autres boîtes de conseil m'a fait me rendre compte
qu'il y avait des entreprises équivalentes de taille similaire qui étaient meilleures. Donc Neuron, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une boîte qui est plutôt orientée sur le conseil dans l'IT et qui a des chiffres financiers qui sont équivalents à peu près aux moyennes que je vous ai annoncées tout à l'heure. Mais ce qui est assez intéressant, c'est quand vous trouvez une entreprise comme ça et que vous commencez à regarder ces critères, regardez les concurrents et regardez si vous avez des concurrents qui ont peut-être une croissance meilleure, mais un PER plus bas, c'est-à-dire qu'ils sont moins chers. Et donc comme ça, moi j'ai trouvé bien sûr Alten qui est moins cher, mais j'ai trouvé aussi S2I qui est une capitalisation du même ordre que Neuron, donc environ 1 milliard d'euros. Et donc c'est peut-être quelque chose que j'ajouterai à mon portefeuille afin d'avoir une small cap. Parce qu'il faut voir que dans ce domaine-là, en fait, il va y avoir une large cap, il va y avoir Capgemini, et après le reste, c'est plutôt de la mid cap et de la small cap. Donc ces entreprises-là, ça peut toujours être une bonne option si à côté de vos grosses entreprises, vous voulez vous diversifier en prenant des trucs un peu plus petits. Alors moi j'ai une question qui est peut-être un peu niaise, mais quand on décide d'investir dans une entreprise, par exemple, imaginons, tu nous as donné le bon exemple de Alten, qui a fait une croissance record et qui a vu son cours augmenter de 83% sur les 5 dernières années. Est-ce qu'on se dit que ça continue à monter malgré ses surperformances? Alors ça, c'est des questions qui sont quand même très compliquées parce que souvent les prévisions de croissance, c'est quand même, ça relève un peu de la boule de cristal. De la boule de cristal, du doigt mouillé, justement. Qui pouvait dire qu'il y aurait le crash Covid et que les entreprises se casseraient la gueule, et qui pouvait dire que la bourse exploserait juste après ce crash, qui pouvait aussi se dire que malgré le contexte de la guerre en Ukraine, on atteigne les plus hauts sur le CAC 40. Donc tout ça, ça relève quand même un peu de la boule de cristal. Souvent, en fait, le plus simple, c'est de parier un peu sur ce que disent les analystes qui suivent ces boîtes en particulier. Vous pouvez retrouver les informations, les consensus sur des sites qui agrègent ce genre d'analyse comme Zone Bourse, comme par exemple Yahoo Finance aussi, qui est gratuit et qui n'aura pas de limite quotidienne. Et vous pouvez même suivre sur Twitter différents analystes de Zone Bourse qui sont spécialisés dans les small caps notamment. On passe... Alors du coup, pour conclure cette rubrique, nous allons choisir Alten. Alten? Non, S2I. On S2I? Une small cap ou une mid cap? J'aurais dû... Est-ce que j'ai une pièce pour... Non, dans mon portefeuille, j'ai pas de pièce. Comme quoi, j'ai mal investi. Bon, choisissons celle que tu veux. Très bien, on prendra une des deux, on l'ajoutera au portefeuille. Et non, il faut la choisir dès maintenant. Comme ça, on vous donnera le prix aujourd'hui de l'action et on verra à la prochaine émission où est-ce qu'elle en est. Alors, déjà, avant tout, précisons que de votre côté, avant d'acheter quoi que ce soit, faites vos propres recherches. Nous, on s'est appuyé sur quelques indicateurs, mais il y en a sans doute beaucoup d'autres à regarder. Alors, moi, j'aurais plutôt tendance à partir sur S2I parce qu'elle est plus petite. Et du coup, je m'attends à un plus gros potentiel de croissance et une volatilité plus forte. Est-ce qu'on a le prix de l'action aujourd'hui? Aujourd'hui, on est sur du 51 €. 51 €, très bien. Donc voilà, c'est parfaitement abordable. Eh bien, nous verrons où nous en serons à la prochaine émission. Eh bien, en attendant, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir, à vous faire un gros bisou. Voilà, gros bisous, la bise les amis. On espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine émission du régime des actifs. Et n'oubliez pas, le passé c'est bien. L'avenir, c'est mieux.